Vous rêvez de faire du podcast, vous avez toujours rêvé de faire votre propre radio. Eh bien aujourd'hui avec le podcast, c'est possible et dans cet épisode, je vous dis tout sur le matériel minimum à avoir pour pouvoir vous lancer, les logiciels malins et simples à utiliser. Bref, je vous dis tout sur comment vous lancer dans votre podcast dans une économie raisonnable et réaliste. Allez, c'est parti pour ce hors-série de votre podcast favori, Recettes de prod, les bons conseils. Bienvenue sur Recettes de prod, les bons conseils, le podcast pour démystifier le monde de la production audiovisuelle et cinématographique. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Virginie, une productrice et créatrice passionnée qui a eu la chance de vivre le meilleur comme le pire dans l'industrie audiovisuelle et cinématographique. Et aujourd'hui, j'accompagne celles et ceux qui souhaitent avancer avec intelligence et plus de sérénité dans les métiers de la production audiovisuelle et cinématographique et le podcasting. Et avec cet épisode hors série numéro 3, je complète mon cadeau de Noël 2024 exclusivement pour vous, à savoir 2 épisodes complets pour vous permettre de vous lancer dans la création de votre podcast. Tout ce qu'il y a à retenir avec ces 2 épisodes cadeaux de Noël 2024, c'est que vous êtes déjà prêts à vous lancer dans votre podcast. Et avec ce deuxième épisode hors série, vous allez voir que c'est vrai. Oui, vous êtes prêts à vous lancer dans votre podcast et avec ces 2 épisodes spéciaux, on va voir vraiment l'ensemble complet nécessaire pour bien se lancer. Donc l'épisode qui est sorti déjà la semaine dernière, vous aider à bien réfléchir, à bien préparer vos sujets, vos thèmes, le pourquoi, le pour qui, les valeurs maîtresses, les thèmes, les sujets pour pouvoir vous préparer au mieux sur votre podcast. Et dans ce deuxième épisode, on va aller dans le concret. Je vais vous montrer concrètement le matériel minimum nécessaire pour pouvoir vous lancer. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus accessible que ce que beaucoup essaient de vous faire croire en ce moment sur les réseaux en essayant de vous vendre en fait des formations hors de prix ou de vous faire acheter du matériel hors de prix pour vous lancer dans votre podcast. Je ne dis pas qu'ils ont tort, je dis simplement que en fait, ce qui me dérange, c'est le discours sous-jacent qui laisse croire que vous n'êtes pas assez pour vous lancer. C'est faux. Vous êtes assez pour vous lancer et vous pouvez vous lancer maintenant. Et c'est ça mon objectif, mon cadeau de Noël 2024, c'est de vous convaincre et de vous faire comprendre que vous êtes prêts à vous lancer, vous aussi, dans votre podcast. Et deuxièmement, c'est bien d'avoir du super matériel, on est tous d'accord avec ça, on en a tous envie. Même moi, je suis un peu frustrée, j'aimerais aller beaucoup plus loin sur la mise à jour du matériel que j'utilise pour mon podcast. Mais voilà, c'est pas possible pour le moment, ça risquerait de me mettre en danger économiquement et c'est pas le but et je veux pas vous mettre en danger non plus. Donc je vais vous montrer en fait le minimum nécessaire pour pouvoir faire votre podcast, que ce soit d'un point de vue matériel comme d'un point de vue, je dirais, logiciel et même logistique. Et après, évidemment, dès que les moyens vous le permettront, que vous aurez une économie qui vous le permet, vous pourrez monter de niveau d'un point de vue matériel, logiciel, etc., mieux vous faire accompagner. Mais en tout cas, ce que je veux vraiment que vous reteniez avec ces 2 épisodes hors série de mon cadeau de Noël 2024, c'est que non seulement vous êtes prêts déjà à vous lancer dans votre podcast et vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Vous n'avez pas besoin de vous engager dans du matériel hors de prix dès le départ. Bien sûr, c'est mieux si vous pouvez parce que ça amène une qualité à l'image, une qualité au son qui est quand même au top et qui est quand même mieux même de ce que je fais là, moi, pour le moment. Mais en tout cas, moi, ce que je fais, je trouve que c'est déjà pas mal. La qualité, elle est quand même respectable, elle est raisonnable. Je vous respecte dans ce que je vous envoie gratuitement avec ce podcast et je me respecte aussi dans l'image que je renvoie de moi-même, on va dire ça comme ça. Et c'est ça que je veux vraiment vous montrer. Je veux vraiment que vous preniez conscience que c'est complètement possible avec les outils qu'on a déjà aujourd'hui et avec le matériel dont vous disposez certainement déjà chez vous. Simplement pour mémoire, je voudrais qu'on revienne tous ensemble sur l'origine du podcast. Qu'est-ce que c'est que le podcast, ou balado en canadien, j'aime bien ce mot aussi. Le podcast, il faut quand même se rappeler que c'est né parce que ça permettait surtout aux auditeurs, aux auditrices de radio de rattraper leurs émissions favorites qui étaient diffusées à des heures fixes par rapport aux grilles en fait des radios qu'elles écoutaient et qu'elles ne pouvaient pas écouter lors du direct ou lors de la diffusion de l'émission de radio au créneau en fait de la grille de la chaîne de radio. Et donc, c'est l'origine du système de rattrapage de la radio qui a donné naissance au podcast. C'est le catch-up radiophonique. Ensuite, ça a permis finalement à des personnes qui disposaient
presque, j'ai envie de dire, uniquement d'Internet, de pouvoir proposer leur propre podcast sous plein de formes différentes. C'est-à-dire, il y avait autant de la forme purement sonore, audio, mais c'était un peu difficile de la diffuser encore à l'époque, puisque les plateformes d'hébergement sont venues un petit peu plus tard, et aussi sous forme purement vidéo, ou un peu des deux. Et en tout cas, on avait déjà YouTube qui était déjà disponible pour pouvoir uploader son épisode de podcast, que ce soit en version sonore pure et parfois avec beaucoup des vitrines vidéo qui faisaient écran pour pouvoir télécharger sur YouTube. Aujourd'hui encore, on retrouve beaucoup de podcasteurs, podcasteuses qui se sont lancés vraiment au tout début, donc dans les années 2010 par là, et qui ont vraiment fait avec très peu de moyens avant d'arriver au super setup qu'ils ont aujourd'hui, au super logiciel matériel dont ils peuvent disposer aujourd'hui pour continuer à faire leur podcast. Oh. Et donc, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est que non seulement, je dirais, en ressources internes, par rapport à ce que vous avez dans votre esprit, dans votre cœur, vous êtes déjà prêt à vous lancer et à tester votre podcast, mais aussi d'un point de vue matériel, d'un point de vue logiciel, vous êtes prêt à le fabriquer. Je trouve que c'est dangereux de se surinvestir sur du matériel peut-être de trop haute qualité par rapport à ce qu'on sait maîtriser déjà, et que ça vaut mieux de se lancer simplement avec ce qu'on a, de faire avec ce qu'on a, et de progresser petit à petit, et d'investir évidemment au fur et à mesure quand vous avez le budget, quand vous avez les moyens, et que du coup vous pouvez investir pour rendre encore meilleure la qualité de votre podcast, mais sans vous mettre en danger, puisque du coup vous l'aurez fait petit à petit et sans taper dans vos économies personnelles. Je trouve que c'est pas pertinent de se ruiner à la fois pour se former à faire du podcast et en même temps dans le matériel pour lancer son podcast. Faites-le maintenant, faites-le avec ce que vous avez et vous améliorerez et vous corrigerez au fur et à mesure. Et en plus, l'autre point bénéfique à ça quand même, et je tiens à le dire parce que même moi je l'ai vécu, donc je le savoure à chaque fois, c'est que quand vous avez la possibilité après de mettre à jour votre matériel ou votre dispositif de captation, de fabrication de votre podcast, vous savourez encore plus la plus-value de cette mise à jour, puisque là vous partez finalement d'un système D, d'un système à la débrouille, où voilà, je fais avec ce que j'ai, à un système qui s'améliore petit à petit, parce que vous êtes capable de l'enrichir intelligemment au fur et à mesure. Donc finalement, je trouve qu'on a tout à gagner à y aller progressivement, d'un point de vue matériel, d'un point de vue technique et même d'un point de vue stylistique dans votre podcast, et d'évoluer petit à petit en mettant à jour petit à petit votre matériel, etc. pour pas vous mettre en danger. Encore une fois, c'est vraiment ça, c'est vraiment là-dessus que je voulais vous alerter. Attention aux formations qui sont proposées là en ce moment en ligne et qui sont, selon moi, hors de prix pour beaucoup trop. Surtout sur le podcast, qui reste un produit naturellement gratuit pour le grand public. Donc vous verrez, je ferai un tout petit aparté en fin de cet épisode sur la monétisation du podcast. Comme ça, au moins, vous verrez un peu comment ça fonctionne et surtout pourquoi c'est pas si accessible que ça, et donc pourquoi il faut se méfier de ces promesses des formations qui vont vous dire oui, avec ma formation, vous pouvez monétiser votre podcast. Parce que finalement, le podcast, il est historiquement et naturellement accessible gratuitement. Je vous rappelle que l'origine, c'est du catch-up radiophonique, c'est du rattrapage radiophonique. Donc en fait, dans les esprits, pour le grand public, c'est pas naturel de payer pour écouter du podcast, et je trouve que c'est assez normal. C'est avant tout un outil qui permet de rassurer sur sa marque personnelle ou sur les marques qu'on représente, ou en tout cas sur les valeurs qu'on veut représenter et défendre. Et donc en fait, c'est presque un outil de communication auprès du public que vous voulez atteindre. Donc il ne faut pas oublier ça. Et c'est pour ça aussi que je vous dis attention, parce qu'à la fois, il y a vraiment des podcasteuses, des podcasteurs qui proposent donc des formations hors de prix. Et il y a aussi des agences de podcasteurs, podcasteuses qui émergent là et qui vont vous inciter à les rejoindre, etc. Mais attention, de toute façon, elles vont vous fermer vos portes, puisque elles ne prennent que ceux qui sont déjà puissants dans le podcast, qui ont déjà une audience énorme, qui ont déjà des chiffres d'écoute énormes. Donc en gros, ce sont des agences pour déjà le top des podcasteurs. Donc c'est pas la peine de y aller. Je n'ai pas, moi, le niveau, vous non plus. En tout cas, pas pour le moment. Mais c'est pas une raison pour ne pas vous lancer. C'est ça que je voulais vous dire. Parce que je trouve que c'est assez décourageant de voir tous ces accompagnateurs, ces accompagnatrices, que ce soit à la fois sur la formation, l'apprentissage de comment on fait du podcast, et en même temps les agences qui sont là pour vous promettre un meilleur rayonnement pour mieux toucher votre public, qui proposent des services de très bonne facture, de très bonne qualité, mais à des prix qu'on ne peut pas tous se permettre et s'offrir. Et en fait, avant d'arriver à ces stades-là, il y a tout un monde, et c'est ce monde-là dont je voulais vraiment vous faire prendre conscience,
pour déjà que vous vous sentiez beaucoup plus légitime dans votre capacité à faire votre podcast. Vous pouvez le faire, vous pouvez le lancer, vous pouvez vraiment le créer et le diffuser maintenant. Et de toute façon, vous ne pourrez que vous améliorer. Vous ne pourrez pas faire machine arrière. Donc en fait, gardez vraiment à l'esprit que c'est accessible maintenant, que vous êtes capable de faire votre podcast maintenant. Et là, je vais vous donner les dernières clés pour pouvoir y arriver. Oh, j'ai du mal à parler. Donc dans l'épisode 2 hors série de la semaine dernière sur la création de podcast, je vous partageais donc les bases nécessaires pour bien réfléchir, organiser votre pensée et vos idées pour bien vous préparer et vous lancer dans votre podcast. C'est l'investissement nécessaire en première phase pour pouvoir être sûr en fait de bien vous lancer, de savoir où vous allez, ce que vous voulez faire. Le seul investissement qui est requis à cette première étape, c'est incarner un stylo. Donc c'est pas encore ce qui coûte le plus cher. Et puis ça se trouve qu'en fouillant vos tiroirs, vous allez trouver un cahier vide ou avec suffisamment de pages neutres pour pouvoir vous en servir et un stylo qui marche encore quelque part. Donc peut-être même que dès ce niveau-là, vous n'avez rien à investir, si ce n'est un cahier, un stylo, si vraiment vous n'en avez plus chez vous. Et dans cet épisode, l'épisode là qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, l'épisode 3 hors série sur la création de podcasts, cette fois-ci je vais vous présenter la réalité en fait sur le matériel nécessaire minimum pour faire votre podcast, les logiciels à utiliser pour pouvoir le post-produire, finir de le fabriquer, avec uniquement les versions gratuites, et ensuite je vous expliquerai quelles sont les options payante, mais encore une fois dans une limite de coût pour que ce soit le moins cher possible, que ça reste quand même très accessible dans une première phase, je dirais, de création de podcast. Et enfin, je vous présenterai les outils pratiques à la fois d'organisation et de communication autour de votre podcast. Parce qu'en fait, si vous voulez que votre podcast existe et une chance de rayonner et que vous ayez une opportunité à terme, à moyen long terme, de le monétiser, il faut que vous atteigniez votre public. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est une bonne communication, un bon plan marketing, sans aller dans trop de détails pour que ça reste le plus simple et digeste pour vous dans un premier temps. Je vais vous présenter dans les grandes lignes, du coup, ce qu'il faut au minimum faire pour donner une bonne chance à votre podcast d'atteindre son public. Donc finalement, si on revient un petit peu sur le coût, puisque je vous avais dit, ici, l'idée, c'est d'être complètement transparente sur le coût réel de lancement de votre podcast. Donc dans l'épisode de la semaine dernière, où je vous expliquais finalement les bases presque intellectuelles pour pouvoir vous lancer dans votre podcast, les bases de travaux dans votre esprit, dans votre tête pour faire le tri et pouvoir vous lancer dans votre première série de podcasts, l'investissement concret, c'est quoi dans la première phase, donc sur la phase de préparation, c'est votre temps d'écoute active. Donc c'est un épisode un petit peu long, il fait 1h05, mais parce que je voulais vraiment rentrer dans le détail et vraiment couvrir tout le spectre de cette première phase de préparation. Donc c'est votre temps d'écoute active sur 1 heure de votre temps, un cahier et un stylo, donc soit très peu d'euros si on doit convertir ça en coût. Allez, on se dit quoi, 5 euros si vous achetez un énorme cahier, comme moi j'aime bien, vous savez, chez Emma, les cahiers comme ça, les énormes cahiers. Donc voilà, moi, ça c'est mon cahier du coup pour un peu tout, mais vous pouvez en prendre un énorme comme ça avec les petits compartiments pour pouvoir organiser vos travaux comme vous voulez, vos idées, vos pensées, avec par exemple un compartiment sur les thèmes, les sujets, un autre sur la liste des épisodes, un sur les mémos tutos de vos logiciels, et puis un autre sur ce que vous voulez. Enfin, vous faites comme vous voulez, Et un stylo, donc vous voyez que là, moi, il me restait, pour noter tout à l'heure, un crayon à papier, donc je pense que ça coûte quasiment rien. Allez, on se dit, pour le premier épisode, le coût en euros, c'est 5 euros d'investissement. Ça reste accessible. Et là, dans cet épisode numéro 3, on va voir donc le matériel, les logiciels, l'organisation et la communication. Toujours dans une idée d'optimiser au maximum les coûts et le temps, avec une proposition à la fois d'investissement le plus simple possible en se disant « j'ai zéro, je ne peux rien mettre dans le matériel, dans les logiciels, je ne peux rien investir, comment je fais ?» Donc il y aura vraiment la possibilité de le faire avec zéro, donc restez jusqu'au bout. Et je vous proposerai quand même une première option avec un investissement dans le moindre coût possible, une centaine d'euros par là. Allez, on ne dépassera pas les 300 euros max tout cumulé, ce qui est déjà quand même, je trouve, quand on n'a pas beaucoup de moyens, une belle somme. Mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir une deuxième option en vous disant l'étape 2 de mon podcast, quand je vais vouloir le faire évoluer, il faut que j'ai au minimum 300 euros de budget, par exemple. Comme ça, vous êtes à l'aise pour pouvoir mettre à jour le matériel, les logiciels pour passer au niveau supérieur. Et ainsi de suite. Moi-même, aujourd'hui,
je suis que au niveau 2, on va dire. Je suis passée de la phase 1 que je vais vous présenter avec 100% gratuit, 100% vraiment le plus bas investissement possible. Je crois qu'il y a juste une vingtaine d'euros que j'ai dû investir dans un premier micro-cravate, c'est tout. Et après une phase 2 de votre podcast avec un nouvel investissement pour avoir un meilleur micro comme celui-là. Voilà, ça c'est vraiment un de mes gros investissements et c'est pas l'objet le plus cher quand on veut faire vraiment de la qualité. Et aussi, du coup, la phase 3, je vais en parler très rapidement, mais sachez que moi, aujourd'hui, je ne suis pas en phase 3, je suis toujours en phase 2. Donc, on est très, très proche d'un point de vue matériel et logiciel sur comment on fait du podcast. Donc voilà, j'espère quand même vous rassurer suffisamment sur le fait que je suis le bon exemple de oui, vous pouvez vous lancer maintenant. Vous n'êtes pas obligé de dépenser des milliers d'euros pour faire votre podcast et vous pouvez toujours y aller par palier, y aller progressivement pour ne pas vous mettre en danger économiquement et financièrement. Et vous verrez finalement avec cet épisode qui complète du coup la série sur la création de podcast que c'est vraiment accessible et que ce qui compte le plus avant tout, c'est le fond au-delà de la forme. Bien sûr, il faut quand même être soigné sur la qualité sonore en premier. C'est vraiment la qualité du son, le fait qu'on ait une voix claire, audible, qui articule bien. On fait vraiment très attention à ce qu'on dit. On essaie d'avoir une bonne discipline de diction, de paroles, de mots, de choix de sémantique pour pouvoir être compris de son public, mais aussi du public le plus large possible et avoir une qualité sonore propre. Au tout début, moi j'ai écouté des podcasts, je vais vous le dire franchement, le son était dégueulasse. Je sais pas du tout comment ils enregistraient. Je pense qu'ils prenaient vraiment leurs oreillettes avec un petit micro et pas plus, et ils faisaient attention à rien, et c'était brut comme ça, et il y avait aucune recherche finalement d'amélioration de la qualité sonore, et c'était très difficile à écouter, et surtout de s'accrocher jusqu'au bout. Moi, il y en a 2-3 que j'ai sur les sujets m'intéressaient, les échanges m'intéressaient, mais la qualité sonore était vraiment trop médiocre, et en fait c'est juste hyper désagréable à écouter, et au final, quand c'est trop désagréable pour l'oreille, vous n'écoutez plus, vous ne retenez que finalement la pénibilité sonore, et ça c'est vraiment dommage. Donc aujourd'hui on peut quand même faire des enregistrements purement sonores, et même purement vidéo, de manière assez simple, mais avec une qualité, je dirais avec le minimum de respect nécessaire à avoir pour son public. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, faire des podcasts avec du son pourri ou une image dégueu, c'est manquer de respect pour son public et sa cible. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas au niveau que je voudrais encore, au niveau sonore ou même au niveau visuel. Mais j'estime qu'avec les moyens que j'ai, et surtout l'attention que je mets dans ma préparation et dans mon podcast, je suis assez respectueuse vis-à-vis de vous, en tout cas j'espère que vous le sentez, mais en tout cas je me respecte moi aussi, je fais quelque chose que je suis capable d'assumer et de porter publiquement. Je remets encore un dernier bémol et après on y va sur le fait qu'il faut garder à l'esprit que le podcast, il est naturellement, intuitivement accessible gratuitement. Donc c'est pas tout de suite par le grand public que vous pourrez faire des euros avec votre podcast, que vous pourrez le monétiser. Ça va être plus par rapport à des partenariats, mais ça c'est possible quand on dépasse certains paliers à la fois d'abonnés, mais aussi de temps d'écoute active sur votre podcast, donc de temps d'écoute sans coupure, etc. Donc en fait il faut vraiment être patiente, vigilante et vraiment vous accrocher sur la durée, parce que ça c'est possible que quand le podcast il est bien installé, qu'il y a suffisamment d'épisodes à pouvoir écouter, j'allais dire binge-watcher, mais binge-écouter en fait, et finalement ça va agglomérer petit à petit une communauté, un pré-public, et c'est grâce à cette agglomération de votre auditorat que vous pourrez avoir des datas beaucoup plus conséquentes qui seront rassurantes pour aller chercher des partenariats, des marques, des sponsorings ou pourquoi pas d'autres podcasteurs qui vont venir s'associer avec vous sur un sujet bien particulier ou précis et qui peut donner lieu à une rémunération. Mais ça, on le verra vraiment à la fin, parce que je trouve que quand on se lance dans son podcast, c'est vraiment utopique de croire qu'on va pouvoir le monétiser tout de suite ou très rapidement. Sauf si vous êtes déjà une personnalité connue du grand public, et donc là, vous lancez votre premier podcast, et évidemment, naturellement, il y a tout votre fan club qui va se ramener en un énorme pourcentage des premiers auditeurs, et pourquoi pas des premiers auditeurs fidèles et loyaux.
et donc vous pouvez les convertir en cible, en public cible pour le sponsoring et le partenariat. Mais si vous n'êtes pas déjà connu, que vous n'avez pas déjà cette base finalement de communauté uniquement sur votre nom, c'est très aléatoire de se dire bon bah moi je me donne tant de temps pour monétiser mon podcast, faire de l'argent avec. Voilà, je préfère être très cash là-dessus et très clair pour pas que vous soyez trop déçus. Ensuite, avant d'aller chercher des marques à investir dans votre podcast, gardez à l'esprit que même si ça ne vous rapporte rien pour le moment, le premier sponsor que vous avez, la première marque qui va vous suivre partout et qui va vraiment croire en vous et investir en vous, c'est la vôtre. Vous êtes votre propre marque. Donc pensez à vous-même aussi comme une sorte de marque personnelle à soigner, dont il faut prendre soin et qui peut aussi s'exprimer malignement à travers votre podcast, que ce soit en sous-texte ou que ce soit carrément directement. Mais moi, vous voyez bien qu'à travers les sujets que je défends, que ce soit sur les tutos de prod pour vous apprendre les bonnes bases de la production audiovisuelle et cinématographique, ou là, sur ces tutos de création de podcast, il y a tout un système de valeurs qui sont toujours les mêmes, qui sont hyper cohérentes et qui assoient finalement mon identité en tant que marque personnelle. Et ça, moi, c'est conscient parce que j'ai fait déjà un premier travail là-dessus, mais vous verrez qu'en écoutant d'autres podcasts, au début, ce n'est pas conscient, mais à force, en fait, de faire, de produire, de diffuser ces épisodes et tout, on se rend compte que le podcasteur porteur ou la podcasteuse qui diffuse son podcast, elle diffuse un vrai système de valeurs et finalement, elle fait la promotion de sa marque personnelle. Et c'est très bien, hein, c'est juste que voilà, vous n'avez peut-être pas besoin de marque finalement, puisque si vous êtes capable de créer la vôtre, c'est déjà top. Que vous ayez d'ailleurs des produits ou des services à vendre ou pas, ça n'a pas de rapport, hein, c'est vraiment vous, sur votre expertise, sur les sujets que vous défendez ou sur les sujets que vous voulez développer, comment, en tant qu'humain, dans votre unicité, vous amenez le développement et les connaissances sur ce sujet. Bon allez, on a assez philosophé, on rentre dans le dur avec une première partie sur le matériel. Alors, dans la première saison de mon podcast, vous avez vu que j'ai favorisé le format vidéo pour deux raisons très simples. La première raison, c'est que je voulais pouvoir partager des schémas, des supports visuels pour accompagner mes tutos de production. Et la deuxième raison, c'est que je n'avais pas encore le budget pour investir dans un hébergeur de podcast et que par conséquent, j'ai choisi l'option gratuite de diffusion de mes épisodes, à savoir YouTube. Et c'est plus tard que j'ai pris l'abonnement en fait chez un hébergeur de podcast pour diffuser aussi en parallèle les versions uniquement sonore. Mais comme je savais que j'avais pas encore ce budget-là, je me suis dit je vais tout mettre sur YouTube dans un premier temps et je verrai plus tard quand j'arriverai avec mes consultations, avec les accompagnements que je fais en privé, générer suffisamment de chiffre d'affaires et de bénéfices pour me permettre d'investir une partie dans un hébergeur de podcast. Et c'est ce que j'ai fait en fait au tout début du lancement de mon podcast en 2020. Ensuite, à l'époque, on reste pour l'instant sur la première partie que vous pouvez aller revoir sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous verrez avec quoi j'ai fait ces épisodes-là. Et vous allez voir que c'est pas un investissement de fou et que j'ai vraiment gardé à l'esprit cette idée on fait avec ce qu'on a parce qu'en fait, moi, à l'époque, je pouvais investir dans rien. Hein. Rappelez-vous un tout petit peu de ma timeline personnelle. Hein. Au moment où j'ai fait le podcast, moi, j'étais limite à la rue. Hein. J'avais pas de quoi me nourrir. Je faisais 15 kilos de moins que maintenant. C'est vous dire à quel point j'avais la ligne et tout. Mais je faisais 15 kilos de moins. Déjà parce que j'avais le moral complètement dans les chaussettes, mais aussi parce que j'avais pas de quoi me nourrir. Hein. Donc, c'est pas drôle du tout. Mais moi, je voulais quand même faire mon podcast. Ça me tenait vraiment à cœur parce que je voulais vraiment partager le minimum de base de connaissances et d'outils pratiques pour se lancer et entrer dans le métier de productrice et de producteur avec un système d'alerte pour ne pas se faire avoir comme moi et donc finir avec la peau sur les os et les yeux pour pleurer, quoi. Donc voilà, donc c'était pour ça que j'ai fait mon podcast. Et du coup, je l'ai fait avec très peu de moyens. Donc en gros, le matériel dans lequel j'ai investi à l'époque, c'est un micro-cravate et une perche selfie avec un trépied. C'est tout. Le micro-cravate, il m'a coûté une vingtaine d'euros. Je vais vous dire 22 euros. Comme ça, je le mettrai à la fin en description pour que vous ayez vraiment une notion des chiffres, des coûts initiaux de base. La perche à selfie, elle m'a coûté 14 euros. Je vais aller rechercher des infos. Et j'avais aussi pris une toute petite ring light pour même pas 10 euros. Elle m'avait coûté 8 euros et quelques. Un tout petit anneau, vous savez, que vous clipsez comme ça, soit sur le téléphone, soit sur la webcam de votre ordinateur ou même la webcam en plus. Et je la mettais aussi sur le caméscope que je filmais.
Donc là, je vais vous faire un petit insert avec, du coup, comme vous pourrez le voir, le micro-cravate vraiment de l'époque, hein, c'est celui-là, et la perche à selfie que j'ai acheté aussi à l'époque, donc il y a un peu plus de 4 ans, hein, bientôt 5 ans, que j'utilise toujours. Ce que j'avais déjà dans cette première saison, c'était un vieux caméscope pour enregistrer la vidéo, avec son propre trépied que j'avais aussi acheté à l'époque pour qu'il soit bien stable et solide. Donc moi c'est un Manfrotto, je me rappelle plus du prix, mais je l'avais acheté il y a un moment déjà, donc il commence un peu à dater, mais il marche très très bien. Et un magnétophone pour enregistrer la piste sonore, parce qu'en fait mon téléphone n'était pas d'assez bonne qualité pour pouvoir filmer et prendre le son proprement. Donc ça marchait pas, il y avait des bugs, c'était toujours en discontinu, il y avait carrément des passages où il enregistrait pas et puis après il reprenait, enfin c'était une catastrophe. Et c'est pour ça que j'ai choisi finalement d'utiliser le caméscope pour prendre une bonne image vidéo et de prendre le son à part avec un bon micro-cravate. Donc j'ai quand même pris un micro-cravate pour vraiment avoir un son propre et clair de ce que je dis, de ma voix. Malheureusement, je pensais pouvoir enregistrer directement sur le fichier la carte du caméscope, mais le caméscope était trop vieux. Non mais c'est vrai, vous allez voir, je voulais vraiment faire ce podcast, hein, parce qu'il n'y avait rien pour me donner envie de continuer. Hein. Le caméscope était trop vieux, donc du coup, je ne pouvais pas prendre le son en direct avec l'image, ça ne marchait pas. Il refuse, bref, que des complications. Et c'est pour ça que je me suis dit, je veux quand même être sûre d'avoir au moins un bon son. Donc j'ai eu l'idée d'utiliser mon magnétophone comme une mixette. Voilà, c'est lourd. Vraiment, hein, vous voyez, donc c'est possible. Hein. Quand on veut, on peut... J'aime pas dire ça parce que je trouve que c'est une formule très dangereuse de dire tout le temps quand on veut, on peut. Mais en tout cas, là, dans ce cas de figure précis, qui est le mien de la première saison du podcast, je voulais vraiment la faire. Je voulais vraiment la faire début 2020 et être sûre qu'elle soit diffusée sur le premier semestre 2020 parce que j'étais pas du tout certaine de mon avenir, j'étais pas certaine, pour être transparente, je suis désolée, je le dis parce que j'étais même pas certaine de rester encore en vie à l'époque, c'est vous dire. Et donc je voulais vraiment pouvoir léguer cette base d'outils et cette base de système d'alerte pour pas que les gens se fassent avoir, parce que c'était... moi je m'en remettais à peine quand j'ai enregistré cette première saison. Bref, donc le caméscope, qui finalement ne peut plus prendre le son. Du coup, je me dis, j'ai un magnétophone. Le magnétophone, je vais m'en servir comme d'un enregistreur, et après on refera le raccord. Heureusement, à l'époque, j'avais une bonne âme qui était d'accord pour m'aider à monter les vidéos proprement, puisque moi je ne suis pas monteuse, hein, je n'ai aucune notion de montage, que ce soit en vidéo ou en son. J'ai vraiment appris par moi-même pour pouvoir faire mon podcast, mais c'est pas du tout mon cœur de métier et je sais pas du tout le faire. Je sais le faire un peu. Si je me force, je le fais, j'en ai fait, mais j'aime pas ça. C'est pas du tout là où je m'éclate le plus. En tout cas, mon bidouillage a bien fonctionné. J'avais une vidéo de bonne qualité et une piste sonore de bonne qualité. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir une première saison qui est quand même de bonne facture. Aujourd'hui, avec les téléphones qu'on a, je pense que ça peut largement suffire pour une bonne vidéo et une bonne prise de son. Donc en fait, c'est vraiment l'avantage qu'on a des avancées technologiques qu'on peut voir à grande vitesse, c'est que du coup, ça nous rend encore plus autonomes sur notre capacité à faire. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, vous êtes en capacité de faire. Et finalement, en relançant mon podcast cette année, donc au mois de mai de cette année 2024, j'ai d'abord repris uniquement le format sonore. Pourquoi ? Parce que je voulais aller plus vite pour pouvoir enregistrer, post-produire et diffuser les épisodes, et aussi parce que je voulais intégrer des interviews et que je savais que j'allais pas filmer les interviews pour pouvoir mettre mes invités en safe place, en sécurité, en zone de sûreté, pour pouvoir parler simplement sans se sentir trop observé, que ce soit vraiment en mode conversationnel. Donc pour moi, c'était important de ne pas filmer les interviews. Et pour pas qu'il y ait trop de décalage, je pensais bêtement. À ce moment-là, au début d'année, je me disais, si je me filme moi, mais que je ne filme pas les interviews, j'avais l'impression que ça allait créer une désharmonisation de mon podcast. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas le cas, puisque du coup, vous avez vu, je suis revenue en mode vidéo pour les tutos, les explications, parce que ça me permet de nouveau de refaire des inserts et des illustrations, et je garde
la version uniquement sonore, avec quand même un support vidéo pour pouvoir le mettre sur YouTube, hein, évidemment, des interviews que je fais. Donc finalement, c'est possible. Mais ça, je l'ai découvert en testant, en y allant. Donc au départ de la relance de mon podcast cette année 2024, je prenais uniquement la version sonore avec mon micro-casque. Donc pareil, je vais vous faire un insert pour vous le montrer. C'est le micro-casque que vous m'avez déjà vu avec le bleu, avec les oreillettes un petit peu bleues et le micro qui se descend et qui se remonte là. Il est sans fil et ça marchait très très bien. Et je m'en servais aussi comme écouteur pour le montage son de mes épisodes et c'était assez de bonne qualité. Donc finalement, ça marchait bien à la fois sur les enregistrements sur téléphone et les enregistrements sur l'ordinateur. Donc c'est quand même une bonne nouvelle parce que finalement, ça montre qu'avec ce qu'on a, on peut déjà enregistrer des épisodes de podcast de bonne facture, sans dépenser un centime de plus. Ensuite, pour les interviews, au début, je faisais mon maximum pour pouvoir les faire au studio de podcast de la SACD. J'en ai déjà parlé dans le tout premier hors-série, où je vous fais faire le tour d'ailleurs du studio de podcast. Je vous invite à aller le regarder. Je crois qu'on peut mettre le lien en ligne. Je vais voir si j'y arrive là sur YouTube. Donc il y a le lien quelque part sur l'image où vous pouvez cliquer dessus pour revoir l'épisode et voir les studios de la SACD. Mais c'est à Paris, et comme en fait c'est gratuit pour tous les auteurs qui sont à jour de leur cotisation, finalement c'est un lieu qui est très demandé, donc c'est très compliqué de le réserver, voire parfois quasiment impossible. Là, par exemple, on est mi-décembre. Moi, j'essaye de caler d'autres sessions d'interview. J'ai les invités qui sont d'accord et tout. Et en fait, pour l'instant, je suis bloquée parce que je n'arrive pas à avoir le studio de la SACD et qu'il n'y a plus de dispo avant le mois de mars. Donc, c'est vous dire, vous voyez, comme quoi, c'est compliqué. Mais c'est déjà un super outil, donc on ne va pas se plaindre. Mais c'est vrai que c'est compliqué de le réserver. Simplement. Donc j'ai dû trouver une autre solution pour faire certaines interviews que je ne pouvais pas faire au studio de la SACD et j'ai testé en distanciel. Donc j'ai eu un premier invité que j'avais prévenu, je lui ai dit je te préviens, c'est la première fois que je le fais en distanciel, on enregistre et tout, moi je post-produis et je te dis si le son il me paraît assez qualitatif, assez respectueux pour le public. Et donc je rappelais 2 règles très simples à mes invités, c'était d'être dans un environnement calme d'un point de vue sonore et sans bruit parasite autour d'eux pour pouvoir avoir un son assez clair de leur voix et de leur échange et un micro correct. Donc ça, un micro, ça se teste quand vous le branchez ou quand vous le mettez en Bluetooth sur votre ordi ou sur votre téléphone. Vous faites un enregistrement et si le micro est défectueux ou qu'il a un problème mécanique ou technique, vous verrez, il y a souvent des parasites en fait sonores qui apparaissent comme des grésillements, des bourdonnements ou l'allusion d'avoir une espèce d'acouphène comme ça au loin et c'est le micro qui ne marche pas très bien ou qui a subi un choc ou autre. Donc du coup, il faut faire attention parce que ça, c'est compliqué à nettoyer et surtout, finalement, on n'entend que ça. Donc premier mémo, pensez à vérifier en fait la qualité de vos micros, les micros que vous avez déjà. Donc vraiment que ce soit des micro-casques comme le mien sans fil ou filaire ou des écouteurs avec le micro, s'ils sont de bonne qualité et qu'ils ne sont pas abîmés, que voilà, ils n'ont pas traîné dans l'eau ou que vous n'avez pas marché dessus, qu'ils ne sont pas cassés. Ça peut suffire à faire un son assez propre et de bonne qualité. Donc testez, faites un premier enregistrement, réécoutez-vous avec des écouteurs et vous verrez si le son il est de qualité ou pas avec les micros que vous avez déjà. Alors malheureusement, toutes les visios ne permettent pas l'enregistrement en réunion. Donc pour ça, il y a 2 options. Soit vous téléchargez un logiciel d'enregistrement comme là sur lequel je suis en train de faire le tuto, à savoir OBS Studio. J'en dis pas plus parce que j'en reparle un peu plus tard. Soit vous pouvez prendre un abonnement, moi c'est ce que j'ai fait parce que je m'en sers pour d'autres choses aussi. J'ai pris un abonnement chez Google Workspace pour pouvoir enregistrer les interviews et aussi avoir des créneaux de visio beaucoup plus longs. Et en fait c'est un abonnement qui coûte 6,90 € par mois et ça fait à peu près 82,80 € par an. Je vous ferai un récap de tous les coûts à la fin. Alors je le ferai je pense dans la description et je le rajouterai dans le document récapitulatif de l'épisode. Comme ça, vous pouvez vraiment vous rendre compte à peu près des échelles de budget nécessaires selon les options que vous avez. Ensuite, à un moment donné, mon micro-casque, il a montré des signes de fatigue. C'est-à-dire que quand je m'enregistrais, c'était plus d'aussi bonne qualité. Il y avait comme une sorte de petit bourdonnement qui commençait à apparaître. Je peux pas lui en vouloir, le micro-casque à lui tout seul, il a 4 ans déjà. Donc voilà. Et c'est là où j'ai choisi moi, d'investir dans un micro de bonne qualité, un micro de podcast, le fameux Blue Yeti. C'est celui que je vous ai montré dans le premier hors-série et je vous le remonte là tout de suite. C'est celui-là. Voilà.
Le Blue Yeti filaire et qui fonctionne très très bien à la fois pour PC, sur Mac. On peut faire des interviews avec, mais j'ai pas osé le tester encore parce que j'ai pas l'espace encore pour et que c'est pas facile pour moi de le transporter. Enfin bref, je vais le tester un jour ou l'autre. Et le Blue Yeti, j'en ai eu pour 140 € TTC et je crois qu'il est encore à ce prix-là aujourd'hui. C'est quand même un investissement. C'est pas rien comme budget, mais ça en vaut la peine. Le son, il est propre, il est de qualité. On peut faire des interviews, on peut aussi choisir d'enregistrer soit dans une seule direction, soit dans toutes les directions si on veut prendre son environnement. Si par exemple, vous voulez faire votre podcast dans un café pour avoir l'ambiance du café. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, au tout début de la relance, un peu les premiers investissements. Ensuite, comme j'avais beaucoup écrit mes épisodes, je voyais que j'allais pouvoir tenir assez longtemps. J'ai décidé de reprendre un abonnement à un hébergeur de podcast et aussi parce que comme c'était qu'en version sonore, ça me rassurait plus d'avoir vraiment accès à toutes les plateformes d'écoute et de diffusion du podcast en plus de YouTube pour pouvoir atteindre ma cible. Et donc j'ai repris un abonnement chez un hébergeur de podcast. Donc l'hébergeur de podcast, c'est celui qui va réceptionner le téléchargement de votre épisode de podcast et qui va ensuite le diffuser sur toutes les plateformes d'écoute de podcast que vous aurez choisies à la date et à l'heure que vous avez choisi. Donc ça vous permet une programmation simple et efficace de votre épisode sur toutes les plateformes d'écoute. Donc ça, il faut vraiment y penser parce qu'on peut le faire manuellement soi-même, c'est très long, c'est hyper fastidieux. Et en fait, vous le faites une fois, 2 fois sur un épisode, mais si vous êtes parti pour faire 20 épisodes, 30 épisodes, ou si vous êtes parti pour vraiment tenir plus d'1 an sur votre podcast, à la fin, c'est épuisant. Et vraiment, je vous invite à gagner du temps là-dessus parce que c'est pas intéressant en plus à faire, vous n'apprenez rien, enfin voilà. Donc du coup, moi j'ai choisi comme plateforme d'hébergement Ocha, qui reste selon moi un des meilleurs acteurs pour ce besoin-là, avec le forfait de base à 13 € par mois, ce qui revient à 156 € par an. Et vous pouvez choisir aussi l'option annuelle qui est à 11 € par mois, et du coup ça fait 132 € par an. Moi à l'époque, j'avais pas le budget, j'avais pas 132 €. Je pouvais pas et acheter le micro et mettre 132 € dans la plateforme d'hébergement. Donc j'ai pris l'option mensualisée à 13 € par mois. Et ensuite, j'ai repris la version vidéo pour les épisodes tuto du podcast parce que je me suis rendu compte en fait que ça manquait à mon public. Voilà. Et puis j'aime bien aussi le faire. Et puis ça me permet de faire des inserts, des schémas, de montrer des sites et tout. Donc il y a quand même un outil aussi très pratique d'un point de vue tutoriel de pouvoir être face cam et de partager son écran. Donc je suis revenue à la version vidéo, même si je ne suis pas du tout au niveau de la vidéo que j'avais à la première saison, mais je ne pouvais pas reprendre ce même niveau-là parce qu'en fait je n'ai plus mon ami monteur pour faire les montages vidéo. Et moi je sais que je ne suis pas douée là-dessus et je n'ai pas les logiciels pour le faire et je n'avais pas le budget non plus pour investir sur les bons logiciels et reprendre ce temps-là de montage vidéo, je veux dire. Alors encore une fois, j'ai testé autre chose et je me suis dit je vais faire une première session de live avec ma webcam, une Logitech, je vais vous la montrer aussi, et le micro, et on va voir ce que ça donne. Et je vais l'enregistrer, comme ça je verrai si la qualité en fait d'image et du son sur cet enregistrement face caméra me paraît suffisant pour pouvoir en faire des tutos prod et continuer mon podcast de tuto version vidéo. Finalement, le résultat, moi, il me va. Donc, je trouve que c'est quand même correct, malgré finalement les 3 tests des moyens pour le moment. Et donc, j'ai repris les tutos prod en format vidéo. Donc, je me filme comme là, à l'instant, face cam, webcam. Vous avez vu, je vais vous mettre les inserts de l'installation du podcast. Comme ça, vous allez voir que vraiment, c'est système D à mort. Bien sûr, j'aimerais bien avoir une configuration beaucoup plus confortable, beaucoup plus professionnelle, dans le sens où elle est encore plus léchée. Mais je trouve qu'en attendant, ça marche, c'est simple pour moi à mettre en place et à gérer, et en plus c'est ultra mobile, je peux changer quand même facilement de décor puisque je n'ai pas une surcharge de matériel. Ça aussi c'est important à prendre en compte selon vos vies. Si vous êtes nomade par exemple et que vous voulez quand même faire votre podcast, il faut penser à des solutions mobiles, même si vous voulez faire de la vidéo ou que vous faites que du sonore. Donc il faut que ça reste quand même du matériel facilement transportable. La webcam, je ne l'ai pas achetée pour ça, je l'avais déjà en fait quand j'étais encore salariée, puisque j'ai été salariée juste en plein confinement, donc il y avait beaucoup de travail en distanciel, et donc pour être plus à l'aise par rapport aux réunions, avoir une meilleure qualité de son et de vidéo,
j'ai investi dans cette webcam en 2020, fin 2020 ou début 2021. Et en fait, c'est une Logitech, c'est la C920 HD et j'en ai eu pour 70 €. Je crois qu'elle est toujours à ce prix-là, d'ailleurs, aujourd'hui. Et regardez, parce que souvent sur Amazon, il y a quand même des promotions sur ce type de produit-là. Donc mettez-le dans votre liste et puis vous allez voir régulièrement s'il n'y a pas des promotions. Ça peut valoir le coup. Bien sûr, il y a des webcams un petit peu moins chères et je vous invite à quand même les tester. Si 70 € c'est encore trop élevé comme budget pour vous. Et de regarder, moi une astuce pour acheter en ligne, c'est que je regarde en fait le nombre d'étoiles, j'essaye de prendre le maximum, et le nombre d'avis. Et après, il faut aller voir les avis en fait. Et là, si vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'avis très sincères, et qui semblent, comment je pourrais dire, humains, voilà, avec des vidéos ou des photos pour montrer justement comment le produit est utilisé, comment ça marche, quel est le rendu, vous pouvez acheter. Moi j'ai investi dans celle-là parce qu'elle avait quand même des super retours et des super avis et elle fait clairement le job. Après, pour l'enregistrement, au tout début des tutos, j'utilisais comme pour la saison 1 d'ailleurs, mon téléphone comme un prompteur. Donc en fait, je le mettais sur la perche à selfie, juste au-dessus de la caméra ou de la webcam, et il défilait le texte en fait que je voulais délivrer dans mon tuto en mode prompteur. Donc ça, c'est hyper facile. Il y a plein de petites applications qui permettent de le faire gratuitement sur vos téléphones, vos tablettes, et du coup vous transformez votre téléphone en un prompteur, et ça c'est super pratique. Alors pour la lumière, vous allez rigoler, parce que pour la lumière, franchement là c'est système D à 100% quoi, parce que pareil pour l'instant je peux pas me surcharger. Donc en fait j'utilise la lumière de mon salon, hein, donc j'ai juste changé l'ampoule. Au départ j'avais une ampoule avec une lumière plus chaude, plus jaune, mais du coup moins puissante, et là j'ai pris une ampoule avec une lumière plus glaciale pour avoir une meilleure clarté et qu'on voit un petit peu mieux ma tête et qu'il y ait un peu moins d'ombre portée. Et ensuite j'utilisais encore la petite ring light que j'avais au tout début, donc depuis 2020, autour de la webcam, mais elle m'a lâché. Et puis c'était pénible aussi parce que finalement ça se reflétait sur mes lunettes, donc on voyait vraiment le cercle dans mes lunettes. Si vous regardez les premiers lives sur YouTube, vous allez voir le cercle blanc, et en fait c'est la ring light qui servait à éclairer mon visage pendant l'enregistrement. Donc vous verrez que c'est pas hyper sexy, c'est pas hyper agréable, que là la mise en scène que j'ai trouvée là, je trouve qu'elle est mieux. Il y a encore des reflets, bon c'est le gros challenge quand on a des lunettes, mais c'est quand même plus agréable que d'avoir la ring light carrément qui prend la pupille, l'œil. Enfin ça fait un côté un peu étrange, je ressemble un peu à un robot de temps en temps, il y a carrément la ring à la place de ma pupille quoi. Pour info quand même, si vous n'avez pas de lunettes, la ring light ça vaut le coup, elle était top. En plus il y a plusieurs niveaux de puissance, plusieurs degrés de blanc de la lumière, et je l'avais acheté il y a un peu plus de 4 ans pour 9 € je crois, donc ça va, ça vaut le coup, et elle a bien servi, donc je lui en veux pas de m'avoir lâché. Et donc maintenant, d'un point de vue lumière, j'utilise donc mon plafonnier. J'ai juste changé l'ampoule pour avoir une ampoule vraiment de lumière blanche, claire, glaciale. J'utilise ma tablette pour casser les ombres autour de mon visage, donc je vous montre, voilà, avec une application. Donc vous voyez ce que ça change, regardez, là je la mets, là je l'ai, là je l'ai pas, et là je l'ai. Ça change pas mal de choses. Et en fait, avec une application, on peut choisir la couleur du panneau et on transforme sa tablette comme un panneau LED. Alors ça n'a pas du tout la puissance d'un panneau LED, mais ça fait le job quand on peut pas prendre de panneau LED. Donc si vous avez une tablette, elle peut servir aussi de fausses contre-lumière pour un peu casser les ombres générées par le plafonnier. Et enfin, en front light, alors là, vous allez halluciner, je suis sûre que vous attendez pas à ça. J'ai rien, j'ai qu'une tablette, j'ai pas d'autre tablette, rien. Donc du coup, en front light, j'utilise ma lampe torche, donc c'est ma lampe de secours, voilà, si l'électricité pète à la maison, que je mets à fond, et je mets j'ai un vieux voile en fait en tulle assez fin, tressé, semi-transparent, que je mets par-dessus pour atténuer et pour diffuser un peu mieux la lumière. Et en fait, voilà, c'est ça, ma front light, quoi. C'est une lampe torche, tout le monde là, c'est une lampe torche. Si après ça, vous me dites que vous ne pouvez pas lancer votre podcast, je ne vous crois pas. Vous voyez, moi, j'ai même pas encore la possibilité d'investir dans des panneaux LED. C'est le projet, c'est le but. Donc voilà, j'économise tout doucement pour pouvoir investir dans des panneaux LED et voilà. Mais en attendant, je trouve qu'elle fait carrément le job. Moi, j'aime bien la lumière que ça fait. On me voit bien, c'est clair et ça marche. Donc voilà, pourquoi s'en priver. Et c'est vraiment en me disant, mince,
je trouvais que c'était un peu sombre. Regardez les premiers lives que j'ai fait de la saison 2 de Recettes de prod les bons conseils et vous allez voir qu'au début, la lumière, elle est quand même beaucoup plus sombre, elle est un peu plus jaune parce que j'avais pas encore changé la lumière du plafonnier. Et vous voyez que finalement, à travers mon podcast, vous vous rendez compte aussi qu'on peut tout le temps améliorer, tout le temps évoluer, c'est jamais perdu. Et surtout, moi, je ne m'arrête pas dans la délivrance de mon contenu qui reste ma mission principale. Donc, je préfère m'attacher au fait de rester régulière et performante sur la délivrance du fond, à savoir le contenu du podcast, et améliorer au fur et à mesure, et quand je le peux, le matériel. Et je vous invite vraiment à le faire, parce qu'au final, le podcast, c'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir un contenu de qualité, un contenu qui plaît au public, en tout cas, et qui a un public, et de le faire régulièrement. Et vous pourrez toujours améliorer le matériel avec le temps, ça arrive, ou même avec les astuces. Le coup de la lampe torche, j'y ai pas pensé tout de suite. C'est juste que quand ma ring light m'a lâché, et que j'avais plus de ring light, je me suis dit, mince, il manque vraiment cette petite lumière frontale pour que ce soit quand même un peu plus sexy, quoi, un peu plus joli. Et du coup, j'ai utilisé ma lampe torche. Donc, vous voyez, c'est vraiment système D et c'est à force d'avoir des contraintes et qu'on se dit, mince, comment je peux faire. Je peux pas acheter de panneau LED tout de suite. Et donc, la lampe torche fait très bien le job en attendant. En résumé, pour le moment, je n'ai pas le setup podcast vidéo dont je rêverais. Clairement pas. Mais je trouve que je m'en sors quand même un petit peu bien. En plus, avec les fêtes, j'ai une nouvelle déco. En plus du pull, vous avez vu, pull de Noël Star Wars. Voilà, on reste une geek forever. Et surtout, le dernier investissement que j'ai fait, et ça je vous invite à le faire parce que moi je trouve que ça a tout changé sur mes vidéos, c'est le bandeau LED qu'on voit juste derrière là, qui fait des allers-retours de lumière. C'est un petit bandeau, tout simple. Ça m'a coûté 9 €. Je ne l'ai même pas payé 10 €. Ça m'a coûté 9 € chez Action. Voilà, je vais tout vous dire. Repérez de temps en temps, parce que je crois qu'il y en a chez Action, il y en a chez Emma. Donc si vous achetez avec le premier épisode votre cahier, regardez bien chez Emma. Et ça se trouve, vous aurez votre bandeau LED pour 9 ou 10 €. Ne mettez pas plus. Un bandeau LED, ça coûte 9 ou 10 €, pas plus. Et vous voyez que ça dynamise carrément mon fond. Avec mon étagère au-dessus, il y a un reflet des couleurs et tout, et ça amène vachement Enfin, moi, je trouve que ça amène la petite touche de dynamisme dont j'avais besoin pour rendre un peu le fond plus fun, quoi. Voilà, sans me ruiner, encore une fois. Et là, avec Noël, vous pouvez admirer mon magnifique sapin synthétique, lui-même incrusté de LED, voilà. Et ça rajoute un petit peu de vie. Donc voilà, donc vous voyez, c'est quand même hyper accessible. Donc j'ai pas investi grand chose en fait dans ce matériel minimum pour la lumière, puisque là j'avais une ring light qui datait de plus de 4 ans qui m'a coûté donc 9 €, un bandeau LED qui m'a coûté 9 €, 2 x 9, 18. C'est bien, bravo. Donc voilà, donc on n'est même pas à 20 € pour l'instant, et après le reste vous pouvez vraiment faire avec ce que vous avez. Si vous avez un ordinateur qui n'est pas trop vieux, moi les miens sont trop vieux, donc du coup les webcams ça marche, ça fait pas une belle image du tout et ça fait pas le rendu que je voulais. Donc heureusement que j'avais la webcam que j'avais achetée pour mon travail, parce que du coup j'ai pu la réutiliser sans réinvestir dans une webcam. Mais si votre ordinateur, la webcam en interne fait une image de qualité, ça peut suffire. Par contre, je vous dirais, attention pour le micro. Moi, je pense que ça suffit pas. Il faut quand même avoir un micro qui soit plus proche de votre son, de votre voix, pour pas trop forcer sur votre voix et pas vous abîmer non plus les cordes vocales ou vous faire mal. Là, moi, je force un petit peu, par exemple, je suis un peu malade, donc je surjoue ma voix pour que ce soit audible et tout. Et je sais que j'ai pas besoin de le faire trop, puisque j'ai quand même un très bon micro. Donc, testez votre caméra, testez votre microphone, et vous verrez ce que ça donne comme rendu. Donc, pour le matériel, on rappelle les options minimum. C'est un ordinateur à la fois pour enregistrer et aussi post-produire et diffuser votre podcast. Ça reste votre outil de travail. Un micro, que ce soit un micro-casque ou des oreillettes micro, que vous avez déjà pas besoin de réinvestir tout de suite. Testez-les, ça se trouve, ça suffit amplement. Pour information, la plupart des invités que je fais en distanciel, ils utilisent leurs oreillettes avec micro et ça marche très très bien. Donc testez-les avant d'en racheter. Pour les enregistrements vidéo, le matériel minimum, c'est toujours l'ordinateur. Testez la webcam de votre ordinateur, ça se trouve elle suffit largement et donc vous n'avez pas besoin d'en racheter une. Si la webcam vous fait une image un petit peu granulée ou en tout cas qu'il y a des problèmes, que ça vibre, etc., réinvestissez dans une webcam. Donc je vais vous donner les références en fait de ce que j'utilise moi. La Logitech, celle que j'ai, j'en suis vraiment très contente, elle marche très bien, elle me lâche
pas du tout, il n'y a pas de bug et pourtant ça fait déjà un peu plus de 3 ans que je l'ai. Pour la lumière, choisissez un endroit stratégique chez vous pour enregistrer votre podcast. Donc moi là, de ce côté ici, j'ai la fenêtre. Même si j'ai pas beaucoup de luminosité en journée et surtout en cette période de l'année, ça amène quand même un petit peu de lumière naturelle. J'ai mon plafonnier et donc j'ai changé l'ampoule, rappelez-vous, pour avoir une lumière plus claire, pour que ce soit beaucoup plus diffusé et qu'on ait quand même qu'on voit bien ma tête, quoi, et que ça fasse pas trop peur. Voilà, que je ne vous fasse pas peur. En face de moi, j'ai ma lampe torche. Ma lampe torche, je le répète, une lampe torche avec juste un vieux t-shirt par-dessus qui me sert de diffuseur et ça marche, voilà. Testez bien vos lampes avant, en face, parce que si elles sont trop puissantes, ça peut faire vibrer l'image. Donc dans ce cas-là, il suffit souvent de mettre un diffuseur par-dessus et ça casse la vibration à cause de la vivacité de la lumière. Et ma tablette pour faire un contrepoint, pour avoir finalement un visage suffisamment nuancé en lumière pour pas avoir trop d'ombre dérangeantes. Donc voilà, système D à mort. Et quand même, le petit détail important, et ça je vous invite vraiment à le faire parce que ça change tout, c'est le bandeau LED derrière à mettre en fond. Donc moi, il bouge et il change de couleur, mais en fait, le bandeau LED, vous pouvez choisir comment vous allez l'animer. Hein. Donc vous pouvez l'allumer en complet sur une couleur, en complet avec des nuances sur les extrémités et au milieu, et choisir la couleur du complet. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'options d'utilisation de votre bandeau LED. Donc faites les tests, faites ce qui vous convient le mieux. Moi j'ai choisi l'aller-retour et les changements de couleur parce que je trouve ça sympa, c'est tout. Mais vous verrez, il y a 2-3 épisodes où j'ai juste laissé le bandeau en plein. Voilà, je l'ai mis en jaune très doux ou en vert très doux et il est en continu derrière moi et ça fait une super déco. N'oubliez pas aussi que votre mobilier peut servir de réfléchisseur naturel. Vous voyez, mon étagère elle est blanche et du coup ça accentue la lumière du bandeau LED parce que du coup il est pointé vers l'étagère. Donc ça aussi c'est fait volontairement, ça permet d'apporter un fond beaucoup plus dynamique et moi de me distinguer du fond. Donc faites vos tests, vous verrez, il y a plein de trucs rigolos à faire. Et puis je suis sûre que vous trouverez votre style de lumière, d'éclairage et d'identité. Pensez à avoir un fond quand même assez neutre, assez simple, parce que je trouve que c'est parfois difficile quand c'est surchargé. Et un fond aussi qui vous sécurise dans le sens où il ne met pas en avant des choses de votre intimité, de votre vie de famille. Voilà. Alors de temps en temps, il y a le seul truc que je contrôle pas, vous l'aurez vu, c'est que de temps en temps, il y a le chat qui passe derrière, qui dort derrière. Souvent, il est derrière moi avec ses pattes sur le dos. Quand je fais mes enregistrements ou mes lives, il est souvent derrière, donc on le voit pas trop. Mais des fois, on va avoir une queue passée ou sa tête qui va dépasser d'une épaule. Et voilà, c'est le chat qui me tient compagnie. Vous l'aurez compris. Ensuite, si vous avez encore un peu de budget à investir, vous pouvez dès maintenant investir dans la version vidéo, hein, bien sûr, dans un kit complet pour avoir la mise en place de votre lumière en 3 points. Donc il y a des packs qui se font à tous les prix. Donc testez toujours les moins chers. Voilà, c'est terrible ce que je vais dire parce qu'il y en a plein qui vont me pester dessus. C'est pas grave, on assume. Si vous n'avez pas les moyens pour le moment, ne vous mettez pas en danger, faites votre petite enquête et investissez vraiment de manière intelligente pour pas trop vous ruiner parce que souvent on n'a pas besoin de dépenser tant que ça, il faut juste être malin dans les choix. Donc faites votre enquête par rapport aux avis, par rapport aux notes, par rapport à comment on utilise le matériel pour que ce soit accessible pour vous et simple d'utilisation pour vous. Et ensuite, investissez ce que vous pouvez. N'allez pas investir trop cher si c'est trop pour vous, que ça vous met en danger. Ou alors vous attendez, c'est tout. Alors on va refaire un tour rapide du premier budget sur le matériel. Votre ordinateur, vous l'avez déjà, normalement vous l'avez déjà, j'espère pour vous que vous l'avez. Vous aurez quand même besoin d'un ordinateur parce que pour toute la partie post-production, organisation, programmation, c'est beaucoup plus simple de passer par un ordi que par une tablette par exemple. Donc je vous conseille quand même d'avoir un ordi, même un ordinateur portable. Une bonne webcam, donc la mienne a coûté 70 €. Un micro-casque, le mien, celui que j'avais, il avait coûté aussi 70 €. Mais si vous avez déjà des oreillettes avec un micro ou un micro-casque avec un micro qui marche encore, ça suffit, pas besoin de réinvestir. Et après, si vous voulez vraiment un micro un petit peu encore au-dessus, le Blue Yeti, il fait très bien le job. Il n'est pas dans les plus chers. Il commence déjà à être un petit peu coûteux, mais c'est pas le plus cher et il est à 140 €. Ensuite, si vous voulez rajouter encore un peu, s'il y a une version vidéo, évidemment, je vous invite quand même à investir dans un kit de pack de panneaux LED, donc d'en prendre au moins 2
3 idéalement pour faire votre système à 3 points, mais si vous n'en avez pas la possibilité, commencez par 2 et c'est déjà très bien, et ça va amener une belle lumière sur votre version vidéo de votre podcast. C'est hyper intelligent à faire, c'est hyper intéressant à faire, parce que c'est quand même important pour ceux qui vont regarder la vidéo d'avoir une vidéo agréable à minimum à regarder, quoi. De la même manière qu'on a besoin d'avoir un son agréable à entendre, il faut quand même avoir une vidéo qui soit sympa à regarder. Pour le moment, moi, j'investis pas encore dans des panneaux LED pour une raison très simple, c'est que j'ai pas la place pour les mettre vraiment bien et pour les ranger. Puisque là, ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait, j'enregistre et je fais tout ça dans un tout petit espace et que je peux pas tellement bouger, j'ai pas une énorme latitude. Donc du coup, je vois même pas comment j'installerai mes panneaux pour que ce soit correct. Et aussi où je les rangerai quand je m'en sers pas. Puisque moi, je peux pas laisser mon setup comme ça et revenir. Je dois tout redéplier, tout déplier, tout ranger, remettre en ordre, etc. Et avant chaque enregistrement, je dois tout remettre en place et tout. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment j'installe mon setup. Et vous allez voir que c'est vraiment, comment je pourrais dire, un setup accessible à toutes et à tous. C'est-à-dire que je n'ai pas de bureau. J'ai pas un salon immense avec un coin perdu qui peut me servir de mini studio podcast. Je fais ça vraiment au bout de mon canapé contre la fenêtre. Donc c'est possible. Donc si vous voulez une version vidéo de bonne qualité et sympa, il y a 2 investissements à faire, voire 3 si c'est pas déjà le cas par rapport à votre webcam. Donc le premier, c'est la webcam, mais si celle de votre ordinateur fonctionne, ne réinvestissez pas. Si elle fonctionne pas bien, prenez celle que moi j'utilise, elle fonctionne très très bien. Le bon micro, parce que du coup c'est quand même plus agréable d'avoir une bonne qualité de son de votre voix pour votre podcast. Donc moi c'est le Blue Yeti qui m'a coûté, je vous rappelle, 140 €, et 2 panneaux LED pour pouvoir faire une installation de lumière quand même confortable et avoir une qualité d'image nickel. Pour tout ça, si vous prenez le micro et les 2 panneaux LED, vous pouvez vous en sortir pour, 170 € d'investissement. Donc ça peut paraître être une somme pour certains, mais finalement c'est pas si cher que ça pour commencer à se lancer dans le podcast avec un support vidéo, je rappelle. Gardez en mémoire quand même l'idée de prendre du matériel que vous êtes capable d'utiliser. Donc regardez bien comment on installe le matériel, comment on s'en sert avant de l'acheter et d'investir dedans, parce qu'il faut que vous soyez le plus autonome possible. Vous pourrez toujours déléguer des tâches et des accompagnements à la fabrication plus tard, mais vous verrez que c'est pas forcément évident s'il n'y a pas de rémunération derrière, sauf si éventuellement vous avez quelqu'un de la famille ou quelqu'un de très proche qui est d'accord pour faire tous les podcasts avec vous. Dans ce cas-là, let's go, allez-y. Mais il faut quand même être capable d'être autonome et de pouvoir tout mettre en place seul si jamais il y a un pépin, un imprévu et que vous devez tenir votre calendrier d'organisation, d'enregistrement de vos podcasts. Et enfin, si vous avez des options interview ou échange, ou podcast à plusieurs, ou discussion à plusieurs sur votre podcast, vous pouvez complètement le faire uniquement en distanciel avec les logiciels de visioconférence. Donc soit vous en avez déjà et vous les utilisez, s'il y a une option pour l'enregistrement, c'est parfait, vous pouvez clairement les utiliser et ne pas réinvestir dans autre chose. Sinon, vous faites, donc comme moi, un abonnement Google Workspace pour 6,90 € par mois, et ça vous permet l'enregistrement, et c'est un enregistrement de bonne qualité. Donc du coup, ça veut dire qu'après, vous avez un fichier complètement exploitable pour la post-production sonore et même visuelle. Encore une fois, on pourra aller beaucoup plus loin pour les setups, les mises en place initiales et les astuces initiales de lancement de vos podcasts, que ce soit en sonore ou en vidéo. Mais l'idée dans cet épisode, vous l'aurez compris, c'est de vous rassurer sur le fait que c'est possible, même quand on n'a pas de budget, et du coup, j'essaie de vous transmettre les astuces pour faire avec ce que vous avez déjà à votre disposition, ou faire dans la moindre dépense, parce que finalement, vous n'êtes pas capable pour l'instant d'investir trop d'argent dans le matériel pour votre podcast. Donc rassurez-vous, là vous voyez, je vous ai fait quand même le tour de moi, comment je travaille et ce que j'utilise. C'est la preuve que vous êtes prêts. Moi j'estime que je fais partie des brouillards encore dans le secteur. J'ai pas encore les budgets, les moyens de faire un podcast beaucoup plus léché, beaucoup fin, je dirais, en termes de réalisation, mais ça va venir, je reste confiante. Et en tout cas, je voulais vraiment vous rassurer sur le fait que vous êtes capable de le faire maintenant. Alors maintenant qu'on a fait le tour du matériel minimum pour avoir une mise en place, un setup
minimum agréable et sympa pour le résultat final que vous visez, je vous propose qu'on fasse le tour à la fois des logiciels et des outils pratiques pour la post-production, la communication et la diffusion de votre podcast. Alors pour les logiciels et les outils en ligne, on va partir du principe que pour le moment, vous n'avez pas encore votre budget idéal. Alors attention, petite parenthèse, on choisit bien ces mots. Le pouvoir des mots, c'est important. On ne dit pas « je suis fauché, mais je veux quand même faire du podcast ». On dit « je n'ai pas encore le budget d'investissement nécessaire pour mon podcast, mais je vais me lancer quand même ». Le budget, vous l'aurez plus tard et surtout au fur et à mesure. Et finalement, c'est beaucoup plus sain d'avancer comme ça par itération, d'améliorer petit à petit, ça ne vous met pas en danger. Je trouve que pour le public, c'est hyper sympa parce que ça montre quand même un côté très authentique. Vous faites parce que vous avez une mission, parce que vous avez besoin de faire votre podcast, de partager votre podcast, de passer du bon moment ou de partager une joie ou une simplicité. Et vous améliorez la technique et le matériel au fur et à mesure que votre audience grandit. Donc finalement, ça reste aussi une manière de rester authentique, simple, humain, quoi. Et puis je pense que vous serez gagnant d'attendre de surinvestir dans du matériel parce que faire avec ce qu'on a, ça vous permet aussi finalement de mieux savourer la valeur ajoutée des matériaux que vous allez mettre à jour au fur et à mesure, que ce soit d'un point de vue matériel pur, un super ordinateur, voilà, ça reste un fantasme pour moi d'avoir un nouvel ordi, un bon micro casque, un pack de panneaux LED en 3 points, voilà. Et du coup, là, vous verrez la vraie valeur de ces investissements-là, puisque vous aurez commencé simplement. Donc finalement, tout le monde est gagnant, vous en êtes gagnant, vous avez une expérience beaucoup plus enrichissante, parce que du coup, vous saurez quelle est la plus-value d'investissement dans ces matériels. Donc allez-y progressivement. Et comme ça sera encore plus sympa quand vous vous mettrez à jour et que vous ferez monter le niveau de votre podcast. Alors, pour les logiciels, on va parler à la fois des outils et de l'organisation. On va commencer avec toutes les options gratuites. D'abord, je vous recommande quand même d'avoir une adresse Gmail propre à votre podcast. Premièrement, parce que je trouve que les outils Google, ils sont quand même assez pratiques. Enfin, moi, je m'en sers beaucoup et je trouve que c'est pratique, c'est assez simple d'utilisation. Et c'est vraiment... moi, ça me permet de bien m'organiser. À la fois sur l'ordinateur, la tablette, le téléphone, je peux retrouver tous mes documents, mes fichiers, mes dossiers. Donc du coup, moi, j'utilise beaucoup les outils Google via mon adresse Gmail propre au podcast, notamment le Drive, où vous pouvez compiler la liste de vos épisodes, vos scripts, à la fois des épisodes, mais aussi des supports de communication, ce que vous allez écrire sous chaque post, par exemple sur vos posts Instagram ou LinkedIn. Votre adresse Gmail, elle vous donne aussi accès à l'agenda. Et vous pouvez vous servir de l'agenda pour planifier votre système. Rappelez-vous, dans l'épisode de la semaine dernière. Donc vous pouvez mettre dans l'agenda les sessions d'écriture, les sessions d'enregistrement, les sessions de post-production, la diffusion de vos communications, la diffusion de l'épisode, etc. Vous pouvez vraiment utiliser cet outil de calendrier, d'autant plus qu'il offre une option de rappel. Donc vous pouvez vraiment vous encadrer vous-même pour ne pas oublier vos propres rendez-vous. C'est gratuit. Et dans l'option gratuite, vous pouvez vraiment avoir le Drive, l'agenda, l'adresse mail, et c'est déjà des bons outils pour bien vous organiser. Donc il faut en profiter. Ensuite, pour l'enregistrement sonore, là, je vous conseille d'utiliser le même outil que pour la post-production sonore, à savoir Audacity. Vous aurez le lien en description de l'épisode dans la description YouTube pour cliquer directement dessus. Ne vous en faites pas. Donc je vous encourage d'utiliser Audacity pour à la fois l'enregistrement purement sonore et la post-production son. C'est gratuit, c'est assez simple d'utilisation, ça fait très bien le job comme on dit. Alors oui, il y a beaucoup mieux comme outil de montage son, mais je vous donne une astuce sûre et surtout gratuite et qui marche bien quand même pour faire votre podcast et surtout qui est accessible pour les novices qui n'ont pas de notion de montage sonore ou de mixage sonore. Parce que finalement, Audacity reste complètement accessible à ceux qui ne sont pas des monteurs ou des monteuses son ou des mixeurs et des mixeuses son. Et du coup, vous trouverez sur YouTube des super tutos pour prendre en main cet outil Audacity qui reste quand même accessible, hein. Soyez rassurés. Premier outil de ma part que je vous offre avec cet épisode hors série spécial sur la création de podcasts, je vais vous faire une fiche mémo des réglages basiques nécessaires à faire sur Audacity sur tous vos épisodes de podcast sonores. Comme ça, au moins, vous gagnerez un petit peu de temps.
quand vous allez charger votre piste sonore sur les premiers gestes à faire, les premières actions à faire et sur ce qu'il faut faire avant d'avoir le mixage et le rendu final de votre piste sonore. Donc je vous donnerai l'outil pareil qui sera à télécharger en lien dans la description de l'épisode sur YouTube. Notez que Audacity vous sert donc à la fois à enregistrer le son, donc vous pouvez brancher vos micros, enregistrer directement dessus, ça marche très très bien, et à post-produire le son, donc à travailler votre bande sonore pour intégrer la musique, faire vos découpes, harmoniser en fait le volume sonore, faire les incrustes que vous voulez, etc. Donc c'est hyper pratique. L'enregistrement vidéo. Pour l'enregistrement vidéo en solo, donc avec une face cam, face caméra, je vous recommande de passer par OBS Studio. C'est pratique. C'est un peu moins accessible qu'Audacity, il faut regarder un peu plus les tutos avec concentration pour pouvoir prendre la main sur OBS, mais ça reste accessible quand même. Il y a des bons tutos sur YouTube aussi pour prendre la main. Je vous mettrai les liens des tutos aussi qui me semblent moi clairs et accessibles pour prendre la main sur ce logiciel-là. Et ça vous permet en fait deux choses. OBS Studio va vous permettre de faire l'enregistrement vidéo et son de votre podcast. Donc là, je suis en train d'enregistrer actuellement cet épisode via OBS Studio. Mais surtout, si vous voulez faire évoluer votre podcast après, quand vous commencez à trouver votre public, ou pas, d'ailleurs, vous pouvez le faire dès le début, et d'ailleurs, je vous encourage à le faire dès le début pour prendre les bonnes habitudes, ça vous permettra d'organiser des lives en simultané sur vos plateformes de réseaux sociaux. Donc moi je peux pas parce que mon ordi, comme je l'avais dit à un enregistrement, je sais plus lequel, ou un live, il crame, enfin il bug au bout de 5 minutes quand je fais un live en simultané sur 2 réseaux sociaux. Moi je voulais faire que sur 2 au départ, je voulais faire que sur TikTok et YouTube, et je voulais intégrer Instagram, mais j'avais pas le courage de faire 3 rendez-vous. Et donc quand je lance OBS Studio en live et que je lui dis il faut diffuser en simultané sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, ou même que sur 2, sur YouTube et sur TikTok, il bug au bout de 5 minutes. Voilà, il tient pas. C'est l'ordi qui peut pas suivre. Du coup, j'ai un ordinateur qui est super, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Merci à celui qui m'a aidé et qui m'a donné cet ordinateur. Mais il n'est pas encore assez costaud et assez récent pour gérer les lives en simultané via OBS Studio. Et c'est bien dommage. Et c'est pour ça que je fais des lives une semaine sur 2, une semaine sur TikTok, une semaine sur YouTube. Parce que OBS, à cause de ma machine, pas à cause du logiciel, ne peut pas faire la diffusion des lives en simultané. Mais l'avantage que vous avez donc d'avoir ce logiciel-là, c'est ça aussi, c'est de faire des lives en simultané. Et c'est un très bon moyen de fidéliser votre public, fidéliser votre audience, de partager des moments très sympas aussi avec votre communauté. Pour les enregistrements vidéo, avec interview ou avec plusieurs personnes, rappelez-vous, vous pouvez complètement utiliser l'outil Google Meet qui permet l'enregistrement sonore et vidéo. Ça marche très très bien. Par contre, vous êtes obligé de passer par l'abonnement. Donc là, c'est un investissement de 6,90 € par mois pour pouvoir enregistrer l'abonnement Google Meet. Je vais y arriver. Ou sinon, vous pouvez passer par Visio avec enregistrement vidéo et sonore et utiliser OBS aussi pour faire intervenir d'autres personnes dans l'enregistrement. Mais là, il faut avoir un bon ordinateur pour être sûr que ça ne bug pas et qu'il n'y ait pas de latence et de lâchement, on va dire, de l'enregistrement. Maintenant, les outils sur la communication. Pour les supports de communication, il y a un outil que vous connaissez certainement déjà, c'est Canva. Canva est top pour faire tous vos visuels de communication sur votre podcast. Utilisez à fond la version gratuite dans un premier temps, avant de vous engager dans la version payante pour prendre l'outil en main et aussi voir si ça vous convient. En tout cas, avec Canva, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire les vignettes des épisodes, la vignette de votre podcast, les visuels de promotion sur vos réseaux sociaux, la vignette en fait de l'épisode et du podcast sur votre chaîne YouTube si vous passez que par des options gratuites sur votre podcast pour le lancement. Et ça, c'est déjà énorme et c'est même déjà très bien. Canva, c'est simple, c'est facile d'utilisation et vous avez des super tutos en ligne aussi sur YouTube pour apprendre l'outil et bien le prendre en main. Et d'un point de vue gratuit, il offre déjà énormément d'options. Donc allez-y, foncez. Vraiment, moi, je suis ravie de Canva et pendant encore jusqu'au mois de juillet à peu près, jusqu'au mois de juin peut-être, jusqu'au mois de juin, moi j'utilisais la version uniquement gratuite de Canva. Donc c'est vous dire, tout ce qu'on peut déjà faire avec Canva, c'est déjà top. Maintenant, la diffusion. Vous pouvez avoir une option de diffusion de votre podcast gratuite. Ça s'appelle
YouTube, donc il faut en profiter. YouTube reste quand même la 3e plateforme de podcast, donc c'est pas négligeable. Ça veut dire qu'il faut vraiment le soigner et ne pas l'oublier dans la stratégie de diffusion de votre podcast, même si c'est uniquement un podcast sonore. Et vous pourrez toujours investir dans un hébergeur de podcast plus tard, si vous ne pouvez pas mettre les 13 € par mois ou les 11 € par mois en payant une fois, c'est important de ne pas le faire tout de suite si vous sentez que c'est trop fragile sur votre trésorerie et de vous dire, il y a quand même YouTube qui marche. YouTube marche très très bien, c'est gratuit, donc du coup, profitez-en. Notez quand même que si vous n'avez qu'une version sonore, vous pouvez quand même utiliser YouTube comme votre plateforme de diffusion, puisque vous pouvez créer un support vidéo à charger sur YouTube via Canva, et oui, et même gratuitement encore avec Canva. Il vous suffit en fait d'uploader l'enregistrement sonore sur Canva et après vous pouvez choisir des modèles de vidéo type YouTube sur Canva. Vous avez accès bien sûr que aux modèles gratuits quand vous ne payez pas l'abonnement, mais il y a déjà suffisamment de choix je trouve. Et si vous êtes un peu patient, malin et que vous avez quand même une idée de votre identité visuelle, vous pouvez quand même changer des choses pour asseoir votre style, trouver votre identité visuelle avec Canva et avoir votre vidéo. Une fois que vous avez votre vidéo, vous téléchargez le MP4 et c'est ce fichier vidéo que vous allez uploader sur YouTube. Et voilà, vous avez votre podcast disponible sur YouTube gratuitement. L'autre avantage de YouTube, c'est que vous pouvez aussi programmer la diffusion de vos épisodes. Donc vous pouvez en télécharger plusieurs le même jour et les programmer selon votre calendrier de diffusion de vos épisodes. Je vous encourage vraiment à penser comme ça parce que c'est ça la clé en fait pour gagner du temps et avoir vraiment une vision à long terme de votre podcast. Ça, c'était le conseil que j'avais déjà donné dans l'épisode de la semaine dernière sur l'organisation, la préparation. Et enfin, la communication. Pour la communication, je vous encourage à privilégier les réseaux sociaux que vous avez déjà et à organiser un planning de communication dessus, à la fois pour annoncer la sortie de l'épisode, puis quand il sera disponible, et enfin pour faire la promotion de votre podcast. Libre à vous d'imaginer votre propre plan marketing. L'importance, c'est d'être rigoureux et d'être aussi, je dirais, un peu stratège par rapport à votre temps personnel d'organisation de ces outils-là. Bien sûr, c'est indispensable de communiquer sur votre podcast si vous voulez qu'il soit écouté, qu'il circule et que vous trouviez votre public. Donc il ne faut pas négliger la partie communication quand même. Vous pouvez ici utiliser un autre outil gratuit qui est le calendrier Google pour pouvoir l'agenda Google, enfin le Google Agenda, je crois, c'est comme ça qu'on dit, le Google Agenda pour pouvoir noter à la fois la préparation de vos posts de communication, mais aussi vous faire des rappels sur le moment où vous devez envoyer le post ou la communication. Si vous ne pouvez pas investir dès le départ dans un outil de programmation automatisée dans les publications sur les réseaux sociaux, je vous conseille de privilégier uniquement 2 canaux de communication de votre podcast. Parce que sinon, ça va vite devenir chronophage et surtout ingérable pour programmer tout manuellement. Le minimum à faire, c'est un post pour promouvoir l'épisode qui va bientôt arriver et un post pour promouvoir l'épisode déjà en ligne. Mine de rien, c'est déjà beaucoup et ça va générer un énorme volume très vite puisque vous ferez ça à chaque fois pour chaque épisode. Si vous avez un peu de budget encore à investir dans un logiciel de support, notamment pour la programmation, je vous invite à investir dans Canva. J'ai pas de part, je vous inquiétez pas, je n'ai aucune part, pas d'affiliation, rien. Je vous invite à investir dans Canva parce que Canva, quand on s'abonne à Canva, c'est 110 € par an. Ça vous donne accès à la pleine puissance de l'outil. Donc là, du coup, vous avez accès à tous les modèles, mais aussi à toutes les applications propres à l'outil, dont l'application de programmation de vos publications sur les réseaux sociaux. Oui, vous avez bien entendu. C'est juste dingue. C'est extraordinaire. Et donc, du coup, vous pouvez programmer tous vos posts sur les réseaux sociaux via Canva. Donc, vous faites les supports sur Canva et vous les programmez après sur tous vos réseaux sociaux avec Canva. Donc ça, c'est super. Le seul bémol, c'est que pour l'instant, Canva ne prend pas la publication des supports vidéo sur vos réseaux sociaux. Donc ça, vous devrez le faire manuellement avant, après, quand vous aurez un petit peu le temps et un petit peu les moyens surtout d'investir dans une autre plateforme pour les vidéos, de programmer les vidéos courtes sur vos réseaux sociaux. L'autre option payante que je vous invite vraiment à prendre si votre podcast est en version uniquement sonore, mais à prendre le plus tôt possible, mais pas tout de suite si vous n'avez pas le budget. On n'est pas là pour se mettre en danger, je vous rappelle. C'est la plateforme d'hébergement de podcasts. Donc moi, je vous recommande Ocha. Pareil, j'ai pas de part, j'ai pas d'affiliation. Pourtant, je suis chez eux depuis 2020, mais c'est pas grave.
Je vous conseille Ocha parce que c'est très bien, c'est clair, c'est propre, c'est facile d'utilisation. En plus, il y a une communauté de podcasteurs Ocha aussi où on s'entraide beaucoup. Il y a beaucoup de tips, de trucs et astuces pour améliorer votre podcast, mieux le référencer, etc. Et c'est 13 € par mois si vous ne pouvez pas payer annuellement. Et si vous pouvez payer annuellement, c'est 11 € par mois. Donc ça vaut le coup parce que du coup, ça vous permet de rayonner sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Donc là, on est sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et il y a plein d'autres plateformes de podcast et vous pouvez le dispatcher dessus gratuitement. Gratuitement. En plus, ça ne rajoute pas de frais supplémentaires. Donc pour 11 € par mois sur un an ou pour 13 € par mois, vous pouvez, avec un seul fichier sonore, être disponible et pour votre public sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et vous pouvez aussi programmer vos épisodes. Donc pareil, vous pouvez faire plusieurs enregistrements d'un coup, les uploader sur Ocha et les programmer au fur et à mesure. Et une fois que c'est fait, plus besoin d'y penser, ça va se délivrer tout seul au fur et à mesure. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Donc c'est vraiment un outil qui aide à la fois à simplifier la distribution de votre podcast, puisqu'il fait le dispatch pour vous. Il vous permet aussi d'avoir accès à une ressource de trucs et astuces pour améliorer votre podcast, améliorer votre connaissance autour du podcast. Et il vous permet aussi d'avoir accès à toutes les données clés autour de votre podcast. Quel est votre public, quel est le taux d'écoute, le taux d'engagement, etc. Combien d'abonnés vous avez transformés, sur quel territoire se trouve votre public. Et ce sont ces données-là qui, à terme, vous permettront de pouvoir monétiser votre podcast, d'avoir les arguments nécessaires pour encourager les marques à venir vous soutenir sur de la monétisation de votre podcast. Voilà, donc c'est quand même un super outil Ocha. C'est une plateforme ultra puissante qui ne cesse de progresser. Donc vraiment, je vous encourage à aller dessus. Et en plus, il y a plein d'autres outils. Ocha permet aussi de faire, par exemple, des clips vidéo. Alors, on a des crédits limités pour le premier palier, là, à 13 € par mois, mais c'est déjà bien. Ça vous permet de faire une vidéo promotionnelle de votre podcast en vous proposant carrément une petite vidéo qui va faire vraiment la promotion de votre épisode en format court, c'est moins d'1 minute, que vous pourrez ensuite programmer et diffuser sur vos réseaux sociaux. Donc c'est super pratique et c'est très puissant pour rassurer le public et générer surtout de nouvelles audiences. Donc voilà, Ocha, ça reste quand même un super outil. Et enfin, si vous êtes sur du support vidéo et que comme moi, vous avez de plus en plus tendance à faire des vidéos longues, passionnantes certes, mais longues quand même, je vous invite à prendre une application que moi j'utilise depuis 1 an du coup, qui s'appelle video.ai, mais qui a changé de nom. Elle s'appelle maintenant Cusso.ai. Là, par contre, j'ai un lien, donc je vais vous le mettre dans la description pour pouvoir vous abonner. C'est payant. Demandez quand même un tarif préférentiel ou alors attendez des lives de présentation de l'outil et vous avez après des codes promotionnels qui ne durent pas très longtemps pour avoir des moins 70%, moins 67%, etc. Donc ça vaut le coup. Et en fait, vidéo, c'est un peu comme CapCut, ça vous permet de télécharger une vidéo longue et l'IA va vous proposer automatiquement de couper cette vidéo en plusieurs petites vidéos très courtes, de moins d'1 minute généralement, avec une thématique et tout, et que vous pourrez du coup sélectionner, remonter, retravailler et diffuser sur vos réseaux sociaux. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser aussi CapCut. Par contre, je ne connais pas d'outils gratuits qui fassent ça. Je crois qu'il n'y a pas d'outil gratuit qui fait ce travail-là pour l'instant. Donc voilà, si vous pouvez pas dans un premier temps, c'est pas grave. Soit vous essayez de faire les montages courts vidéo vous-même, vous pouvez utiliser Canva. C'est pas le meilleur outil de montage vidéo, mais Canva fonctionne aussi pour découper des petites vidéos, les remettre en page, en image et faire un habillage sympa. Donc vous pouvez faire vos shorts vous-même via Canva. Par contre, vous ne pourrez pas les programmer sur les réseaux sociaux via Canva, même si vous avez l'abonnement. Vous serez obligé de passer soit en direct sur les réseaux sociaux, donc par exemple Insta pour faire les réels ou TikTok pour le diffuser, ou de prendre un autre outil de publication. Donc ça, je vous conseille pas de reprendre un autre outil parce que ça fait beaucoup, sauf si vous prenez un outil qui vous permet justement la découpe des vidéos longues en vidéos courtes et qui intègre la programmation, ce qui est le cas de Vidéo AI que moi j'utilise. Donc c'est pour ça que du coup, ça permet 2 choses. Ça permet la découpe, d'avoir les shorts et de les programmer après tout de suite derrière sur les réseaux sociaux. Donc vous aurez aussi le lien en description, mais pour ça, je vous invite vraiment d'attendre dans un second temps parce que c'est un coût supplémentaire et c'est encore une centaine d'euros par an. Mais ça y est, on est bon, non? Je crois qu'on a presque tout vu. Le matériel minimum, c'est bon. Les logiciels de base, c'est bon. Les enregistrements sonores, c'est bon. Les enregistrements vidéo, c'est bon aussi.
la diffusion gratuite, c'est bon, et la communication, c'est bon, mais ça y est, vous êtes prêts à vous lancer dans votre podcast. Félicitations! Donc voilà, vous voyez, j'espère que j'ai réussi à vous rassurer, c'est accessible, vous êtes prêts, vous pouvez le faire, vous êtes assez pour le faire, vous êtes assez pour créer votre propre podcast et je vous encourage vraiment chaleureusement à le faire. Déjà parce que c'est génial, moi je prends énormément de plaisir à faire mon podcast et aussi parce que je suis certaine que si vous vous posez la question, c'est que vous avez des choses géniales à partager avec le grand public et donc faites-le, vous pourrez toujours améliorer à la fois le matériel et la qualité de votre podcast avec le temps, déjà en étant plus à l'aise avec la prise en main de ce médium-là, mais aussi en étant de plus en plus à l'aise avec le matériel dont vous disposez déjà. Je vous rappelle, vous avez quasiment déjà tout le matériel nécessaire pour faire votre podcast, et ensuite, dès que vous pourrez mettre à jour, vous allez savourer pleinement cette mise à jour puisque vous serez parti de rien. Donc en fait, c'est tout bonus. Voilà, je crois que j'ai rien oublié pour ce deuxième cadeau, ce deuxième volet du cadeau de Noël 2024. En tout cas, je voulais vraiment vous partager l'essentiel et vous montrer finalement les coulisses de comment moi je fais mon podcast pour vous rassurer sur votre capacité à vous de faire. Ça reste simple et accessible. Ne tombez pas dans ces pièges de discours ultra élitistes qui veulent vous faire croire que le podcast, maintenant, c'est devenu un moyen d'expression ultra luxe. Oui, c'est bien de faire avec des super moyens, des super studios, des agences, des podcasteurs pros, etc. et tout, mais pas tout de suite. Ça coûte une fortune et vous ne retrouverez jamais en fait cet investissement-là dans l'immédiat. Donc, si vous avez les moyens de vous lancer et d'investir et de déléguer en fait tout le travail à des agences pro, let's go, allez-y, hein, ils font ça très bien, c'est nickel propre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si vous n'avez pas les moyens, mais que vous avez quand même envie de faire du podcast parce que vous aimez parler au micro, parce que vous avez envie de vous amuser, parce que vous avez envie de partager des trucs sympas avec votre public, faites-le, c'est accessible dès maintenant. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode-là parce qu'en fait, je trouve qu'il est déjà un peu long. Voilà, je ferai certainement un aparté sur la monétisation dans le live du 19 décembre à 21h sur YouTube parce que je veux pas être trop longue ici. Là, je trouve que j'ai déjà un peu dépassé mon temps, mais je voulais vraiment être sûre de couvrir tout le spectre de comment on crée son podcast simplement et sans se ruiner. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc je vais conclure ici et on se donne rendez-vous jeudi 19 décembre à 21h sur YouTube pour le live spécial création de podcast. Et là, je répondrai à toutes vos questions par rapport à ces 2 épisodes tuto spéciaux que je vous ai offerts pour Noël 2024. Et on pourra discuter aussi notamment de la monétisation si ça vous intéresse. Enfin, je vous rappelle que vous retrouverez en lien dans la description de cet épisode tous les liens pour les outils dont je parle pour l'organisation, la communication, la post-production, la diffusion, la programmation. Et aussi, je vous offre un guide mémo des paramètres de base Audacity que vous serez amené à répéter à chaque épisode sonore que vous allez post-produire. Et je vous mettrai donc les liens après de tous les logiciels que j'utilise, donc c'est-à-dire Audacity, OBS Studio, Canva, YouTube, Ocha. Et je crois que je n'ai rien oublié. Voilà, j'espère que ce hors-série sur la création de podcast vous a plu. C'est le dernier sur la création de podcast. Avec celui de la semaine dernière, l'idée c'est que vous puissiez vous lancer maintenant. Si vous voulez me faire un cadeau de Noël, faites votre podcast et tenez-moi au courant et j'en serai ravie. En tout cas, ayez confiance en vous, vous êtes en capacité de faire. Et voilà, ne vous laissez pas berner par ces discours parfaitement toxiques qui font croire qu'il faut être riche maintenant pour faire du podcast. C'est faux. Bien sûr, on peut faire mieux. Même moi, je peux faire encore mieux, mais je le sais déjà. Et en fait, on peut quand même partir avec pas grand-chose. Ce qui compte, c'est surtout l'investissement personnel. Si vous êtes sincère et authentique et que vous travaillez votre contenu avec soin, le public sera en rendez-vous, je vous le garantis. Donc lancez-vous, faites votre podcast, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, j'en ai besoin, ça m'encourage et ça me soutient. De vous abonner. J'ai besoin de vos abonnements sur YouTube, sur TikTok pour pouvoir débloquer tous les outils nécessaires après pour faire des lives encore plus sympas, encore plus dans le partage. Et de partager ce podcast à celles et ceux qui pourraient en avoir besoin et de me laisser un commentaire positif. Tout ça, ça fait remonter le référencement et donc mon podcast gagne en visibilité et du coup, ça aide encore plus de personnes à avoir confiance en eux sur leur capacité à faire et à se lancer dans le podcast, mais aussi dans la production audiovisuelle et cinéma.
Prenez soin de vous, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous jeudi 19 décembre à 21h sur YouTube pour le live sur la création de podcasts. Et sinon, je vous dis à très bientôt et à très vite sur votre podcast favori, Recettes de prod, les bons conseils.